Vous osez danser avec elle? Vous osez rire avec elle? Vous osez la faire sourire alors que moi, je n'y arrive pas. Vous avez pris ce rôle qui m'appartient depuis toujours. Vous osez créer ce lien que je n'ai jamais su avoir. Vous partez, immédiatement. Je ne veux plus que vous approchiez ma fille. Vous êtes renvoyé. Le manoir dominait la vallée comme un secret qu'on ne voulait plus raconter. Une bâtisse aux vitres si propres qu'on pouvait s'y perdre, aux murs si épais qu'aucun son n'en sortait. C'était la maison d'un homme qu'on appelait simplement Monsieur Delcourt, mais que tout le monde connaissait comme le milliardaire au cœur de pierre. Rien, dans ce lieu, ne respirait la vie. Les allées impeccables, les jardins taillés au millimètre, le portail noir qui s'ouvrait sans un bruit. Tout semblait calculé, maîtrisé, étouffé. Même le vent, en passant, paraissait hésiter avant de frôler les murs du domaine. À l'intérieur, l'air sentait le cuir et le silence. Des couloirs infinis où les pas se perdaient, des tableaux de maître que personne ne regardait. Et dans une chambre à l'étage, une fillette de 8 ans, au regard d'ange, restait là, immobile, dans son fauteuil roulant. Elle s'appelait Élise. Ses yeux gris clairs observaient le monde comme s'ils en cherchaient encore la clé. Elle ne pouvait pas marcher, pas même lever les jambes sans douleur. Mais elle avait ce don étrange, celui de comprendre le silence mieux que quiconque. Et dans cette maison, il y en avait beaucoup à comprendre. Son père, Henri Delcourt, avait bâti sa fortune sur l'acier, les chiffres et les décisions sans cœur. Il dirigeait ses entreprises comme il dirigeait sa vie, sans place pour l'erreur, ni pour l'émotion. Les rares employés qui osaient croiser son regard baissaient la tête. Même les horloges semblaient battre plus doucement quand il passait. Pourtant, derrière son regard froid, il y avait quelque chose d'autre. Quelque chose de brisé. Sa femme était partie depuis longtemps. Certains disaient qu'elle n'avait pas supporté la maladie de leur fille, d'autres murmuraient qu'Henri lui avait rendu la vie impossible. Lui ne disait rien. Il ne parlait plus de son passé, ni de son cœur. Il travaillait, signait, commandait. Et, parfois, s'arrêtait devant la porte de la chambre d'Élise, sans jamais oser entrer. Ce matin-là, une pluie fine tombait sur le manoir. Un nouveau visage devait arriver, le chauffeur. Le précédent avait démissionné sans prévenir, incapable de supporter la froideur du maître des lieux. Mais celui qui arrivait aujourd'hui ignorait encore la réputation de cette maison. Une voiture noire s'arrêta devant le portail. Un homme en descendit, manteau sombre sur les épaules, valise à la main. Il s'appelait Samuel. 30 ans. Peau mate, regard calme, sourire discret. Rien de particulier, si ce n'est cette douceur dans sa voix, ce ton apaisé qu'on entend rarement chez ceux qui servent les puissants. Le majordome l'accueillit sans chaleur, le conduisit à travers le long couloir de marbre jusqu'au bureau du maître. Henri Delcourt, assis derrière un immense bureau en bois, leva à peine les yeux. « Vous êtes le nouveau chauffeur »« Oui, monsieur », répondit Samuel calmement. « Ponctualité, propreté et discrétion. C'est tout ce que j'exige. Vous serez payé chaque fin de semaine. »« Bien, monsieur. Et une chose encore, je n'aime pas les bavardages. Ici, on travaille. On ne s'attache pas. » Samuel acquiesça, un simple hochement de tête, sans émotion apparente. Mais dans ses yeux, il y avait une curiosité silencieuse. Il observait tout, les murs trop lisses, les livres alignés au millimètre, le regard vide de cet homme qui semblait avoir tout, sauf la paix. En sortant du bureau, il croisa Élise. Elle était là, dans son fauteuil, tenue par une gouvernante qui la conduisait au salon. Leurs regards se croisèrent une seconde. Une seconde seulement. Mais cela suffit pour que quelque chose, imperceptible, s'allume dans l'air. Un éclat d'humanité, fragile, presque interdit. Samuel esquissa un sourire. Un vrai. Pas un sourire de service, mais un sourire d'homme à enfant. Élise ne répondit pas. Mais son regard changea légèrement. Elle cligna des yeux, comme pour s'assurer qu'il était réel. Le majordome s'approcha, visiblement irrité. « Ne perdez pas votre temps », murmura-t-il. Mademoiselle Élise ne parle pas. Elle ne rit pas non plus. Samuel ne répondit pas. Mais intérieurement, il se promit une chose, ne jamais croire ce qu'on lui disait sur les gens. Ce soir-là, lorsqu'il gara la limousine dans le garage, il entendit, pour la première fois, le piano du salon. Une mélodie lente, jouée par un automate, résonnait dans le manoir vide. Et dans ce son mécanique, sans âme, Samuel sentit un manque. Un manque d'humanité, de chaleur, de vie. Il regarda une dernière fois les fenêtres éclairées à l'étage, devinant la silhouette d'Élise derrière le rideau. Puis il soupira, se disant que peut-être, dans cet endroit figé, il apprendrait à écouter autrement. À écouter ce que les autres ne disaient pas. Le lendemain matin, le soleil se leva timidement derrière les vitres du manoir. Le monde extérieur semblait s'éveiller,
mais ici, rien ne changeait vraiment. Le silence demeurait roi. Henri Delcourt buvait son café dans le grand salon, lisant les nouvelles économiques comme un prêtre récite une prière. Les domestiques se déplaçaient avec prudence, comme s'ils craignaient de déranger la pierre elle-même. Samuel, lui, se tenait dans l'allée, à côté de la limousine noire qu'il venait de laver. Chaque geste était précis, méticuleux. Mais derrière cette rigueur, il y avait autre chose, une forme de sérénité, un calme que rien ne semblait troubler. Il sifflotait doucement, sans même s'en rendre compte, une mélodie sans nom, un rythme qui venait d'ailleurs. La gouvernante passa non loin de lui et fronça les sourcils. « Pas de chant, pas de musique ici, murmura-t-elle. Monsieur n'aime pas ça. » Samuel cessa aussitôt, hocha la tête sans protester. Mais dans son regard, un éclat de tristesse brilla, furtif. Ce n'était pas un homme rebelle, ni un provocateur. C'était un homme qui avait appris à plier, à accepter. Mais il gardait en lui une force tranquille, une lumière discrète qu'on ne pouvait pas étouffer. Ce soir-là, après avoir conduit le milliardaire à une réunion puis ramené Élise de l'hôpital où elle suivait sa rééducation, il gara la voiture dans le garage et resta un moment immobile derrière le volant. Le moteur coupé, il écoutait simplement le bruit du monde extérieur, les oiseaux, le vent, une feuille qui tombait sur le pare-brise. Puis il ferma les yeux. Et doucement, presque inconsciemment, il commença à bouger ses mains. Ses doigts décrivaient des formes dans l'air, des gestes lents, harmonieux. Son torse suivit le mouvement. C'était une danse silencieuse, contenue, presque sacrée. Une danse pour personne, sauf pour lui. Les muscles de ses épaules semblaient se souvenir d'un passé qu'il ne voulait pas effacer. Il dansait comme on respire après avoir trop retenu son souffle. Un bruit le fit sursauter. Il tourna la tête. Élise, dans son fauteuil, était là, à l'entrée du garage. La gouvernante s'était absentée un instant, et la fillette avait fait avancer son fauteuil jusqu'à lui, en silence. Elle le regardait, fascinée. Pris de court, Samuel demeura immobile. « Oh, je suis désolé, mademoiselle. Je ne savais pas que quelqu'un… » Mais elle ne disait rien. Son visage, habituellement si fermé, était différent. Ses yeux brillaient. Elle leva lentement sa petite main tremblante et fit un geste maladroit, comme si elle voulait l'imiter. Un simple mouvement du poignet, fragile, hésitant. Il s'agenouilla pour être à sa hauteur. « Vous aimez la danse » murmura-t-il. Elle cligna des yeux, 2 fois. C'était son moyen de dire oui. La gouvernante lui avait expliqué le code, plus tôt dans la journée. Un clignement pour non, 2 pour oui. Mais ici, ce n'était pas un code. C'était un langage du cœur. Vous savez, la danse, c'est une façon de parler avec le corps quand les mots ne suffisent plus. Il tendit la main, paume ouverte. « Vous voulez que je vous montre » Elle hésita. Puis ses doigts se posèrent sur la sienne. Ils bougèrent ensemble, très lentement, au rythme d'une musique que personne d'autre n'entendait. Samuel ne bougeait pas son corps, seulement ses mains, comme pour lui dire « même immobile, on peut danser ». Et, pour la première fois depuis des mois, peut-être des années, Élise eut un petit sourire. Minuscule mais réel. Quand la gouvernante revint, Samuel s'éloigna aussitôt. « Mademoiselle, vous n'avez pas le droit de sortir seule. » Elle la ramena à l'intérieur, sans remarquer le changement dans les yeux de la fillette. Ce soir-là, Samuel resta longtemps éveillé dans sa petite chambre du personnel. Il pensait à ce sourire. Il n'avait pas grand-chose, cet homme. Pas de richesse, pas de maison à lui, pas de famille. Mais il avait vu ce que l'argent ne pouvait pas acheter. Et dans un coin de son cœur, une promesse prit racine. Redonner un peu de lumière à cet endroit où tout semblait mort. De son côté, Élise, allongée dans son lit, fixait le plafond. Elle se souvenait des mouvements de ses mains, du regard de Samuel. Pour la première fois, elle ne s'endormit pas avec la peur du lendemain, mais avec une étrange impatience. Peut-être que demain, le silence danserait encore. Le 3e jour après l'arrivée de Samuel, un léger changement flotta dans l'air du manoir. Rien de visible pour la plupart. Les domestiques faisaient toujours les mêmes gestes. Henri Delcourt lisait toujours le même journal, les couloirs résonnaient toujours du même silence. Mais sous cette surface de marbre, quelque chose bougeait, comme un souffle que personne ne voulait encore nommer. Élise se réveilla plus tôt que d'habitude. Le soleil traversait les rideaux de sa chambre, dessinant des rayures dorées sur ses draps. Elle leva les yeux vers la fenêtre, et son regard tomba sur une silhouette, en bas, dans l'allée. Samuel, en train de nettoyer la voiture, encore. Mais cette fois, il ne sifflotait pas. Il fredonnait doucement, presque imperceptiblement. Une chanson sans paroles, comme un secret chuchoté au vent. La petite fille ferma les yeux. Elle imagina qu'il dansait encore, quelque part, loin du regard des adultes. Et pour la première fois,
Elle eut envie de descendre, de voir, de participer. Mais son corps refusait encore d'obéir. Alors elle fit la seule chose qu'elle pouvait, rêver. Plus tard, dans la matinée, Samuel vint chercher des documents dans le bureau. En traversant le couloir, il aperçut Élise avec sa gouvernante. Elle semblait plus éveillée, plus curieuse. Quand elle croisa son regard, elle esquissa un signe léger de la main. Un geste minuscule, mais qui fit battre quelque chose dans la poitrine de Samuel. « Bonjour, mademoiselle », murmura-t-il doucement. La gouvernante fronça les sourcils, mais ne dit rien cette fois. Samuel, respectueux, s'inclina légèrement et continua son chemin. Mais derrière lui, Élise cligna 2 fois des yeux. Un petit oui silencieux, comme pour lui dire qu'elle se souvenait de leur moment dans le garage. L'après-midi, un imprévu survint. Le piano automatique du grand salon, programmé pour jouer à 16 heures chaque jour, tomba soudain en panne. Le son se coupa net, laissant une étrange impression d'inachevé. La gouvernante appela un technicien, mais Henri Delcourt, déjà exaspéré, ordonna simplement « Laissez tomber. Ce n'est qu'un objet. Nous verrons ça plus tard. » Le silence revint. Et ce silence-là, cette fois, semblait plus lourd que d'habitude. Samuel, qui passait non loin, s'arrêta. Il observa Élise, restée dans son fauteuil, fixant les touches immobiles du piano. Un instant, il hésita, puis s'approcha. « Vous aimez la musique » demanda-t-il doucement. 2 clignements de paupières. « Oui. » Samuel s'assit sur le banc, un peu maladroitement. Ses doigts effleurèrent les touches. Il ne jouait pas vraiment, mais laissa courir quelques notes simples, hésitantes, presque enfantines. Élise le regardait, fascinée. La mélodie n'avait rien de parfait, mais elle avait une chose que les musiques mécaniques du manoir n'avaient jamais eue, une âme. Samuel s'interrompit, un peu gêné. « Je ne suis pas pianiste, vous savez. » Mais Élise, sans un mot, esquissa quelque chose d'improbable. Ses lèvres tremblèrent, puis un sourire, fragile, apparut. Un sourire réel. Pas forcé, pas timide, un sourire vivant. Samuel est resté figé. Ce petit visage, jusque-là figé dans la tristesse, venait de s'illuminer d'une manière qu'il n'avait jamais vue. Il sentit ses yeux lui piquer, mais détourna le regard pour cacher son émotion. C'est à ce moment-là que la gouvernante entra. Elle s'arrêta, stupéfaite. « Mademoiselle, vous souriez ?» Élise ne répondit pas, bien sûr. Mais son regard restait fixé sur Samuel, comme si ce sourire lui appartenait un peu. Le soir même, la gouvernante en parla à Henri Delcourt. « Monsieur, j'ai cru remarquer. » Enfin, mademoiselle Élise a montré un signe d'expression. Un sourire. Le milliardaire releva la tête, surpris. « Un sourire ? Vous êtes sûr ? » ?»« Oui, monsieur. En présence du chauffeur. »« Du chauffeur ?» Il fronça les sourcils. Ce mot, dans sa bouche, sonnait comme une faute. « Je ne veux pas que cet homme la distrait. Elle a besoin de discipline, pas de fantaisie. »« Bien, monsieur, » répondit la gouvernante d'une voix basse. Mais, en sortant, elle hésita un instant, car elle aussi avait vu ce sourire, et il avait quelque chose d'irrésistiblement humain. Cette nuit-là, Samuel ne trouva pas le sommeil. Il repensait à ce petit visage, à cette étincelle fragile. Et il se demanda pourquoi un simple sourire pouvait bouleverser autant une maison. Peut-être parce qu'ici, tout le monde avait oublié ce que c'était de vivre. De son côté, Élise, dans le silence de sa chambre, fixait encore la porte. Elle espérait revoir le chauffeur le lendemain. Non pas pour parler, non pas pour jouer, mais pour ressentir, à nouveau, cette chaleur étrange qui semblait naître de sa présence. Une chaleur qu'elle n'avait jamais connue, ni de son père, ni de personne d'autre. Le manoir, ce soir-là, semblait différent. Moins froid, moins fermé. Comme si, quelque part dans ses murs, un cœur s'était remis à battre. Les jours suivants, la routine du manoir reprit son cours. Les repas servis à heure fixe, les trajets minutés, les silences trop longs entre des gens qui n'osaient plus parler. Mais sous cette apparente normalité, quelque chose avait changé. Une vibration nouvelle traversait la maison. Discrète, mais réelle. Élise, chaque matin, attendait désormais un moment précis, celui où Samuel sortait la voiture pour la nettoyer. Elle savait qu'il fredonnerait. Elle savait qu'il bougerait un peu, d'une manière différente, comme s'il conversait avec l'air. Et ces quelques minutes suffisaient à colorer sa journée. Henri Delcourt, lui, ne remarquait rien. Il partait tôt, revenait tard. Toujours pressé, toujours sur ses appels, toujours enfermé dans ses chiffres. Le peu de temps qu'il passait à la maison, il restait enfermé dans son bureau. Mais il ne savait pas que, derrière les murs épais, son manoir commençait à respirer à nouveau.
Un soir, alors qu'un orage s'annonçait au loin, Samuel descendit au garage après le dîner. C'était devenu une habitude. Il vérifiait le véhicule avant la nuit, par professionnalisme, disait-il. Mais en vérité, c'était son refuge. Là, dans cette pénombre, il se sentait libre. Il pouvait bouger sans craindre le regard des autres, sans se justifier. La pluie commença à tomber, d'abord doucement, puis plus fort. Le bruit des gouttes sur la tôle accompagnait son souffle. Samuel ferma les yeux, leva les bras, et laissa son corps se balancer au rythme de ce son. Ses mouvements étaient lents, précis, comme guidés par une musique intérieure. Il tournait, s'inclinait, avançait. Chaque geste semblait porter une histoire. Ce n'était pas une danse d'exhibition. C'était une prière. Une manière de parler à la vie sans mots. Mais ce soir-là, il n'était pas seul. Une ombre se dessina à l'entrée du garage, Élise. Dans son fauteuil, silencieuse, les yeux grands ouverts. Elle l'observait depuis plusieurs minutes, fascinée. Elle ne faisait pas un bruit, ne voulait pas rompre la magie. Chaque mouvement de Samuel semblait lui redonner une force invisible. Quand il la vit, il s'arrêta, pris de court. « Mademoiselle, je ne voulais pas. » Mais elle fit un geste avec sa main, un petit mouvement qui disait « Continue ». Il hésita puis il sourit, et reprit, plus lentement cette fois. Il adapta ses gestes à son regard. Et quelque chose d'extraordinaire se produisit. Élise bougea légèrement ses doigts, ses bras, essayant de l'imiter. Des gestes minuscules, tremblants, mais réels. Pour la première fois, elle dansait. Samuel sentit sa gorge se nouer. Il s'approcha d'elle, tendit la main. « Regardez, dit-il doucement. Vous n'avez pas besoin de vos jambes. La danse, c'est d'abord ici. » Il posa la main sur son cœur. « Si ça bat encore, vous pouvez danser. Toujours. » Élise ferma les yeux, puis esquissa un mouvement du torse, un léger balancement. Et dans ce moment suspendu, dans ce garage humide et froid, le monde sembla s'arrêter. Personne n'avait jamais parlé ainsi à la petite fille. Personne n'avait jamais cru qu'elle pouvait faire quelque chose. Mais Samuel ne voyait pas son fauteuil. Il voyait sa lumière. La porte s'ouvrit soudain, faisant sursauter les deux. C'était la gouvernante. Elle pâlit en les découvrant. « Monsieur Samuel, que faites-vous » Samuel se mit à reculer aussitôt. « Rien, madame. Nous parlions seulement. » « Parler » Dans le garage, avec mademoiselle Élise, elle secoua la tête, indignée. Monsieur Delcourt n'appréciera pas du tout ce genre de familiarité. Retournez à vos quartiers. Tout de suite. Samuel obéit sans discuter, mais avant de quitter la pièce, il croisa une dernière fois le regard d'Élise. Elle leva lentement sa main et fit ce geste si discret, celui qui disait « merci ». Il répondit par un sourire, puis disparut dans le couloir sombre. Plus tard dans la nuit, dans sa chambre, Samuel fixait le plafond. Il savait qu'il prenait un risque. Mais comment aurait-il pu ignorer cet enfant? Elle avait quelque chose de pur, de vrai, que même les murs glacés du manoir ne pouvaient étouffer. De son côté, Élise ne dormait pas non plus. Elle revoyait ses gestes, les mouvements de ses bras, la manière dont Samuel avait fermé les yeux pour ressentir. Elle essaya, seule dans l'obscurité, de reproduire les mêmes gestes. Son corps tremblait, mais elle souriait. Ce n'était pas une faiblesse, c'était de la vie qui revenait. Ce soir-là, dans le manoir, la pluie cessa. Mais dans le cœur d'Élise, un orage venait de naître. Pas de peur, mais de passion. Un orage qui allait bientôt tout changer. Le lendemain matin, l'air du manoir semblait plus léger, presque respirable. La pluie de la veille avait nettoyé les vitres, et le soleil, timide, filtrait à travers les rideaux comme une bénédiction rare. Mais sous cette clarté fragile, deux êtres portaient désormais un secret. Un secret fait de gestes, de regards et de musique silencieuse. Élise n'avait rien dit à personne. Elle n'en avait pas besoin. Son sourire, revenu chaque matin depuis leur rencontre dans le garage, suffisait à trahir l'existence d'un mystère. Même la gouvernante, pourtant sévère, hésitait à la gronder. La fillette semblait plus éveillée, plus vivante. Samuel, de son côté, faisait tout pour rester discret. Il accomplissait son travail sans faute, ne parlait que lorsque c'était nécessaire. Mais chaque fois qu'il croisait Élise dans un couloir, un échange muet se produisait. Un clignement d'yeux, un geste du poignet, un sourire léger. C'était leur langage secret, celui qu'ils étaient seuls à comprendre. Ce matin-là, Henri Delcourt était parti plus tôt que d'habitude pour une réunion d'affaires. Le manoir, enfin, respirait un peu. Samuel en profita pour préparer la voiture, comme à son habitude. Mais alors qu'il refermait le coffre, il entendit un léger bruit derrière lui.
Élise seule, dans son fauteuil, à l'entrée du garage. Ses yeux pétillaient d'une malice douce. Samuel resta un instant interdit, puis sourit. « Vous m'espionnez encore ?» Elle cligna 2 fois. « Oui. » « Alors, on reprend la leçon ?» De nouveaux clignements, plus rapides cette fois. Samuel s'agenouilla, comme la première fois. Mais aujourd'hui, il décida d'aller un peu plus loin. Il chercha une vieille radio dans le coin du garage, souffla la poussière et tourna le bouton. Un souffle, puis une mélodie ancienne, un air de jazz, remplit doucement la pièce. Une musique vivante, libre, indomptable. « Écoutez ça, » dit-il doucement. « La musique, c'est comme le vent, on ne la voit pas, mais elle nous traverse. Et quand elle passe, le corps répond tout seul. » Il bougea lentement, un geste du bras, un pas de côté, un mouvement du torse. Élise suivait avec attention, fascinée. Puis, à son tour, elle leva la main, hésitante. Samuel s'approcha, guida ses doigts. Doucement. Laissez la musique passer à travers vous. Pas besoin de forcer. Elle fait le travail toute seule. Pendant quelques secondes, ils furent parfaitement synchrones. Une danse silencieuse, mais pleine de sens. Et dans ce moment suspendu, Élise rit. Un rire clair, pur, qui résonna dans tout le garage. Samuel sentit un frisson le traverser. Ce son, il ne l'avait jamais entendu dans cette maison. Et à cet instant, il sut qu'il venait d'assister à un miracle. Mais le miracle, parfois, dérange. Depuis le couloir, la gouvernante avait tout vu. Elle resta immobile, la main sur la bouche, le regard entre l'étonnement et la peur. Un chauffeur dansant avec la fille du maître, dans le garage du manoir? C'était impensable. Elle n'avait pas compris la beauté du geste, seulement l'audace de la scène. Elle s'éloigna précipitamment, le cœur battant, tiraillée entre le devoir et la compassion. Mais pour l'instant, elle décida de se taire. Elle savait qu'Henri Delcourt réagirait mal. Très mal. Le soir, Élise refusait de dormir. Dans son lit, elle bougeait encore les doigts, refaisait les gestes appris. Sa gouvernante la regardait, émue malgré elle. « Que faites-vous, mademoiselle ?» Élise leva la main et fit ce geste qu'elle réservait à Samuel, la paume ouverte, tournée vers le ciel. Le signe de la danse. Le signe de la liberté. La gouvernante détourna les yeux, les larmes aux paupières. Elle savait que ce que faisait Samuel n'était pas une faute, mais un cadeau. Un don d'âme. Mais dans ce manoir, les dons n'étaient pas les bienvenus. Plus tard dans la nuit, Samuel sortit discrètement sur la terrasse du personnel. Il leva les yeux vers le ciel. Les étoiles brillaient à travers les nuages, pâles mais présentes. Et il pensa à la petite fille, à son rire, à ce qu'il avait vu renaître dans ses yeux. Il se dit que, peut-être, il avait trouvé ici une raison de rester. Peut-être même, une raison d'espérer. Mais il ignorait que le vent tournait déjà. Car dans son bureau, loin du manoir, Henri Delcourt venait d'apprendre quelque chose. Un appel discret. Un murmure d'employé. Et 3 mots suffirent à faire trembler le calme glacé de son visage. « Votre chauffeur. Danse avec elle. » Il resta immobile, fixant le vide pendant plusieurs secondes. Puis il posa lentement son verre sur le bureau. La musique, dans sa tête, s'éteignit. Et tandis que le milliardaire préparait son retour, dans le manoir assoupi, Élise rêvait qu'elle volait. Dans son rêve, elle dansait debout, libre, le sourire aux lèvres, sous un ciel sans mur. Un rêve qu'aucune richesse, aucun ordre, aucune autorité ne pouvait lui voler. Mais la réalité approchait. Et avec elle, la tempête. Henri Delcourt revint au manoir un matin plus tôt que prévu. Personne ne l'attendait. La gouvernante sursauta en le voyant franchir le grand portail avant l'aube, le manteau trempé, les traits tirés. Il n'avait rien dit, rien expliqué. Mais son regard disait tout. Il savait quelque chose, et il voulait le vérifier lui-même. Les domestiques se mirent aussitôt à s'agiter, cherchant à effacer toute trace d'imperfection. Mais rien n'échappait à cet homme. Chaque ride du tapis, chaque trace de pas sur le marbre semblait l'offenser personnellement. « Où est ma fille ?» demanda-t-il froidement. « Dans le salon, monsieur », répondit la gouvernante, nerveuse. « Elle prend son petit déjeuner. » Henri fit quelques pas vers la grande porte vitrée. À travers la lumière du matin, il aperçut Élise dans son fauteuil, immobile, le regard fixé sur la baie vitrée. Mais il remarqua aussitôt quelque chose de différent. Elle ne paraissait pas absente comme avant. Il y avait, dans ses yeux, une vie nouvelle. Une curiosité. Et, sur ses lèvres, un fantôme de sourire. Il s'approcha lentement. « Bonjour, ma fille, » dit-il, d'une voix qu'il voulait douce. Elle tourna la tête, surprise. Elle n'était pas habituée à l'entendre à cette heure-ci.
Il posa une main sur le dossier de son fauteuil. On m'a dit que tu semblais différente ces derniers temps. Que t'est-il arrivé? Aucune réponse. Seulement ce regard clair, pur, qui semblait le traverser sans le juger. Il soupira, puis fit signe à la gouvernante de venir. J'aimerais savoir ce qui se passe ici quand je ne suis pas là. Tout. Compris? Bien, monsieur, répondit-elle, baissant les yeux. Dans l'après-midi, Samuel gara la limousine dans l'allée principale. Il n'avait pas encore remarqué le retour anticipé de son employeur. Mais la tension qui régnait dans la maison lui mit la puce à l'oreille. Les domestiques parlaient bas, la gouvernante évitait son regard. Quelque chose n'allait pas. Lorsqu'il entra dans le hall pour remettre les clés, Henri Delcourt l'attendait. « Ah, monsieur Samuel, dit-il, d'un ton feutré. J'aimerais m'entretenir avec vous. »« Bien sûr, monsieur. Suivez-moi. » Dans le bureau, l'air semblait plus froid qu'à l'extérieur. Henri ferma la porte, puis fit le tour de son immense bureau avant de s'asseoir. « Dites-moi, Samuel, comment trouvez-vous votre travail ici? »« Très bien, monsieur. Vous êtes à l'aise? »« Oui, monsieur. Vous vous entendez bien avec le personnel? »« Oui, monsieur. » Henri le fixait. Chaque mot, chaque silence était une épreuve. « Et avec ma fille » ajouta-t-il, calmement. Samuel hésita à peine. « Mademoiselle Élise est une enfant remarquable. » Vraiment remarquable? Le mot résonna comme une provocation dans la bouche du milliardaire. « Elle est malade, monsieur Samuel. Invalidée à vie. Il n'y a rien de remarquable à cela. Ce n'est pas ce que je voulais dire. Je trouve simplement qu'elle a une lumière en elle. Quelque chose de rare. » Henri se pencha légèrement en avant. Une lumière, vraiment? Son ton ne trahissait rien, mais ses yeux, eux, brûlaient d'un feu glacé. Samuel comprit qu'il devait se taire. « Vous pouvez disposer, » conclut Henri. Mais, alors qu'il tournait la poignée, le milliardaire ajouta « Et évitez dorénavant tout contact inutile avec ma fille. Ce n'est pas votre rôle. »« Bien, monsieur. » Samuel quitta la pièce, le cœur lourd. Il sentait que quelque chose s'était brisé dans la confiance fragile qui s'était installée. Le soir venu, Henri Delcourt resta seul dans son bureau. Devant lui, les écrans de surveillance du manoir défilaient lentement. Des images muettes, en noir et blanc, enregistrées par les caméras qu'il avait fait installer il y a des années. Pour la sécurité, disait-il. Mais ce soir, il ne regardait pas pour la sécurité. Il regardait pour confirmer une intuition. Il rembobina les enregistrements de la veille. Rien d'inhabituel. Puis encore un peu plus tôt. Et soudain, il vit sa fille et le chauffeur. Ce rire, le rire de sa fille, le transperça. Cela faisait si longtemps qu'il ne l'avait pas entendu. Mais au lieu de ressentir de la joie, quelque chose d'autre monta en lui, un mélange de jalousie, de peur et de colère. Comment un simple employé avait-il pu réveiller ce qu'il, son propre père, n'avait jamais su atteindre? Ses doigts se crispèrent sur le bord du bureau. Il coupa la vidéo. Le silence retomba comme une sentence. Pendant les jours qui suivirent, Henri ne dit rien. Il observait, toujours de loin. Chaque regard échangé entre sa fille et le chauffeur lui semblait suspect. Chaque sourire, une trahison. Et pourtant, au fond de lui, quelque chose le troublait. Ce Samuel ne semblait pas mal intentionné. Il y avait dans ses gestes une sincérité que l'argent ne pouvait pas acheter. Un soir, en passant devant la chambre d'Élise, il s'arrêta. La porte était entr'ouverte. Sa fille regardait la fenêtre, les mains levées, bougeant doucement ses doigts. Comme si elle dansait encore, seule, dans la lumière de la lune. Henri sentit sa gorge se serrer. Il referma la porte sans bruit. Et pour la première fois depuis des années, il eut peur. Peur non pas de perdre le contrôle, mais de découvrir qu'il n'avait jamais su aimer vraiment. Dans le garage, Samuel nettoyait la voiture, sans musique cette fois. Il sentait le poids du regard invisible de son patron partout autour de lui. Mais malgré la peur, malgré les menaces silencieuses, il savait qu'il ne pourrait pas s'arrêter. Pas tant qu'Élise continuerait à sourire. Ce soir-là, les ombres du manoir paraissaient plus longues. Elles glissaient sur les murs comme des secrets qu'on refuse d'avouer. Et dans ces ombres, la vérité se préparait à éclater. Le soir tombait comme un voile gris sur le manoir. Les couloirs étaient silencieux, chaque pas semblait résonner plus fort que nécessaire. Henri Delcourt, inquiet depuis plusieurs jours, avait décidé de vérifier par lui-même ce qu'il soupçonnait. Sans prévenir personne, il se glissa hors de son bureau, descendit les escaliers et, sans faire de bruit, s'approcha du garage. À l'intérieur, Samuel était là, seul, ou du moins le croyait-il. La voiture était garée dans l'ombre,
le capot légèrement ouvert, mais l'attention de Samuel n'était pas sur elle. Ses mains bougeaient dans l'air, comme la veille, mais cette fois plus assurées, plus fluides. Une radio diffusait un air de jazz discret, les notes flottant dans le garage humide. Élise, dans son fauteuil, était devant lui. Mais elle n'était plus seulement spectatrice. Ses petits bras bougeaient, guidés par les mains de Samuel. Elle imitait, maladroitement mais avec un sourire éclatant, chaque geste, chaque mouvement. Pour la première fois depuis sa naissance, elle dansait réellement, malgré son corps immobile. Le rire léger d'Élise résonna dans le garage. Un son pur, innocent, que le milliardaire n'avait pas entendu depuis 8 longues années. Henri, caché dans l'ombre, sentit un mélange de fascination et de rage. Comment cet homme osait-il? Comment avait-il trouvé le chemin jusqu'au cœur de sa fille, là où lui-même n'était jamais parvenu? Samuel leva les yeux, inconscient de la présence de son patron. Il tendit doucement la main vers Élise. Encore une fois, doucement. Laisse la musique passer à travers toi. Elle suivit, les yeux fermés, un sourire radieux sur le visage. C'était une scène fragile, presque irréelle, la danse silencieuse d'un père et d'un enfant que le destin avait séparés de manière inattendue. Henri sentit son souffle se couper. Il s'avança sans bruit, mais un pied mal posé fit grincer le parquet. Samuel sursauta, Élise ouvrit les yeux, et pour la première fois, elle vit son père, figé dans l'ombre, les yeux sombres mais humides. Le silence tomba. Le souffle de chacun se mêlait à la mélodie qui continuait, suspendue dans l'air. Henri ne bougea pas. Il regarda et ce qu'il vit le fit trembler. La fragilité, la joie, la vie pure. Tout cela qu'il n'avait jamais su offrir à sa fille était là, dans cet instant volé par un simple chauffeur. Samuel s'approcha instinctivement d'Élise pour la rassurer, ignorant que le milliardaire le fixait. « Tout va bien », murmura-t-il. Mais Henri n'entendait pas seulement les mots. Il entendait son cœur battre pour la première fois depuis des années. Élise, sentant la tension, fixa son père. Ses petits yeux, emplis de lumière, semblaient dire « Pourquoi tu n'étais jamais là ?» Et Henri sentit une douleur aiguë traverser sa poitrine. 8 années à observer son enfant souffrir sans rien pouvoir faire. 8 années à se croire indispensable, mais incapable de créer ce lien qu'un étranger venait de tisser en quelques minutes. « Samuel » commença-t-il, la voix tremblante mais basse. Samuel leva la tête. Leurs regards se croisèrent. Un mélange de défi et de respect. « Je ne fais que l'aider à ressentir, à bouger, à sourire, monsieur. Rien de plus. » La colère de Henri se mit à monter. Mais au lieu de crier, il détourna les yeux. Il ne savait pas s'il devait être en colère ou en admiration. Élise, perceptive comme toujours, tendit la main vers son père. « Papa. » Un mot simple. Une lueur dans l'obscurité. Henri resta figé. Le souffle court. Il avait surpris le miracle. Mais il n'était pas encore prêt à l'accepter. Pas encore prêt à confier à ce chauffeur le rôle qu'il aurait dû tenir lui-même depuis toujours. Samuel se mit à reculer doucement. Il savait que le moment était fragile. Il laissa le silence parler pour lui, laissant Henri et sa fille seuls face à ce qu'ils ressentaient. Le manoir, ce soir-là, était comme suspendu dans le temps. Un souffle de vie venait de passer. Et pourtant, une tempête invisible menaçait de tout emporter. Henri Delcourt, seul dans l'ombre du garage, sentit un frisson. Il comprit que ce qu'il venait de voir ne pouvait rester secret. Mais il ne savait pas encore comment réagir. Ni comment ce simple chauffeur, ce jeune homme de 30 ans, avait osé réveiller ce qu'il avait lui-même étouffé pendant toutes ces années. Leur danse silencieuse venait de bouleverser le manoir. Et désormais, plus rien ne serait comme avant. Le lendemain matin, le manoir semblait plus froid que jamais. Henri Delcourt avait à peine fermé l'œil. Le souvenir de la danse d'Élise et Samuel lui brûlait encore la poitrine. Il avait passé la nuit à tourner dans son bureau, revoyant chaque geste, chaque sourire, chaque rire, et cette douleur, cette humiliation d'avoir été remplacé dans le cœur de sa fille par un simple employé. À l'heure du petit déjeuner, Samuel entra dans la cuisine pour préparer la voiture. Il ignorait que son patron l'attendait déjà, debout derrière l'îlot central, le regard noir et immobile. « Samuel », dit Henri d'une voix glaciale, « nous devons parler. » Maintenant. Samuel sentit son cœur se serrer, mais garda son calme. « Bien, monsieur. » Henri le fit entrer dans son bureau, refermant la porte avec force. Le silence pesait. Samuel savait qu'il allait subir un jugement sans appel. « Je sais ce que vous faites avec ma fille », commença Henri, le ton contrôlé mais tranchant. « Monsieur, ne tentez pas d'expliquer. » Hurla Henri, incapable de contenir plus longtemps sa colère. « Vous osez danser avec elle? Vous osez rire avec elle? Vous osez la faire sourire alors que moi,
moi, je n'y arrive pas. Samuel resta calme, mais son souffle s'accéléra. Monsieur, je ne fais que lui montrer qu'elle peut ressentir, que la vie peut passer à travers elle. Rien de plus. Rien de plus? S'étrangla Henri. Rien de plus? Vous avez pris ce rôle qui m'appartient depuis toujours. Vous osez. Vous osez créer ce lien que je n'ai jamais su avoir. La voix du milliardaire résonnait dans le bureau, étouffant tout son autour. Samuel, malgré son calme, sentit le poids de l'injustice et de la colère le frapper. « Je n'ai jamais voulu vous remplacer, monsieur. » murmura-t-il. « Eh bien, c'est ce que vous faites. » hurla Henri, les yeux brillants de rage et de confusion. « Vous ne comprenez pas. Je ne fais que l'aider à vivre, à sourire, à… À quoi? À me voler ma fille ?» s'écria Henri. Le silence qui suivit était pesant. Samuel baissa les yeux. Il savait qu'aucune parole ne suffirait à calmer cette tempête. Henri s'avança vers lui, le poing serré. « Vous partez, Samuel. » Immédiatement. « Je ne veux plus que vous approchiez ma fille. »« Monsieur, il n'y a pas de jeu. Il n'y a que des ordres. Vous êtes renvoyé. » Samuel sentit une tristesse immense, mais aucun regret. Il savait qu'il ne pourrait jamais oublier ces instants volés, ni le rire de la fillette qu'il avait réussi à réveiller. « Très bien, monsieur, » dit-il doucement. « Je partirai, mais sachez que ce que j'ai fait, je l'ai fait pour elle, et personne ne pourra l'effacer. » Henri hocha la tête sans un mot, le visage fermé comme un masque de pierre. Samuel quitta le bureau, lentement, laissant derrière lui un vide qui semblait absorber toute la chaleur du manoir. La gouvernante observait la scène de loin. Elle savait qu'un fossé venait de se creuser entre le maître et le chauffeur. Mais elle voyait aussi quelque chose d'autre, une étincelle qui ne pouvait être éteinte. Le rire et la lumière d'Élise avaient été éveillés, et rien ni personne ne pourrait les faire disparaître. Dans sa chambre, Élise fixait la porte. Elle avait senti le départ de Samuel dans chaque pas, chaque murmure, chaque soupir. Elle ne comprenait pas encore pourquoi son sourire disparaissait à nouveau. Mais dans son cœur, elle gardait l'écho de la musique, l'élan des gestes et la chaleur de la présence de Samuel. Le manoir, lui, semblait s'effondrer sous le poids de la froideur et du silence. Mais quelque chose résistait. Un souffle fragile, comme un vent qui refuse de mourir. Et ce souffle, c'était l'espoir que Samuel avait planté dans le cœur d'Élise. Le lendemain matin, le manoir était silencieux comme une tombe. Le vide laissé par Samuel semblait s'être étendu dans chaque recoin, chaque couloir, chaque pièce. Les domestiques, eux-mêmes, marchaient comme des ombres, prudents, murés dans la peur de déplaire ou de troubler le maître. Henri Delcourt, assis derrière son bureau massif, relisait des rapports et signait des documents, mais son esprit était ailleurs. Le souvenir du rire d'Élise le hantait encore. Il savait qu'il avait agi pour contrôler la situation, pour imposer sa volonté. Mais une partie de lui comprenait qu'il avait peut-être franchi une limite qu'il ne pourrait jamais réparer. Élise, de son côté, était assise dans son fauteuil, immobile, le regard vague. Le sourire qu'elle arborait autrefois sous l'influence de Samuel avait disparu. Son rire s'était éteint. Mais elle refusait de se résigner totalement. Chaque soir, dans le silence de sa chambre, elle reproduisait mentalement les gestes, les pas que Samuel lui avait montrés. Son corps restait immobile, paralysé, mais son esprit dansait encore. Chaque mouvement, chaque note invisible, chaque souffle de musique était maintenant prisonnier de son imagination. Un monde secret que personne ne pouvait atteindre. La gouvernante, inquiète, tenta de la réconforter. « Mademoiselle, Samuel n'est plus ici. Il faut se concentrer sur autre chose. » Élise ne répondit pas. Elle se contenta de fixer la fenêtre, les yeux perdus dans le crépuscule qui tombait sur le jardin parfaitement taillé. Elle savait que quelque chose avait changé. Et cette transformation, personne ne pourrait l'effacer. Henri passa dans le couloir, jetant un regard rapide vers sa fille. Elle ne le regarda même pas. Un mélange de frustration et de culpabilité monta en lui. Il avait cru protéger son autorité, mais il comprit, trop tard, qu'il avait laissé passer quelque chose de précieux. Le manoir semblait redevenu ce lieu glacé qu'il avait toujours été. Les murs, les meubles, les tableaux, tout paraissait inerte. Mais Élise portait encore la musique dans son cœur. Elle bougeait ses doigts en silence, répétant mentalement chaque geste appris. Un sourire fragile, presque imperceptible, se dessinait parfois sur ses lèvres quand personne ne regardait. Le soir venu, Henri resta seul dans son bureau. Il repensa à Samuel, à la scène qu'il avait vue dans le garage, à ce rire d'enfant qu'il avait bouleversé malgré lui. Une partie de lui voulait punir l'intrus, reprendre le contrôle, maintenir la distance. Mais une autre partie, celle qu'il refusait d'admettre, savait que ce qu'il avait vu était beau,
pur, et qu'il ne pourrait jamais le recréer lui-même. Le silence du manoir était maintenant plus lourd que jamais. Mais sous cette pression, quelque chose résistait. Une force discrète et invisible, logée dans le cœur d'Élise, qui refusait de disparaître. Et quelque part, Samuel continuait de danser dans son esprit, comme une lumière dans l'obscurité. Cette nuit-là, elle s'endormit avec une pensée simple mais puissante. Même si tout est silencieux, je danserai toujours à l'intérieur. Le manoir était plongé dans une obscurité inhabituelle. Henri Delcourt, assis seul dans son bureau, fixait l'écran de son ordinateur. La nuit avait étendu son voile sur les jardins impeccables, mais à l'intérieur, un orage intérieur grondait dans son esprit. Il avait demandé à revoir les caméras du garage, à l'heure où il soupçonnait le chauffeur d'avoir triché avec sa fille. Il n'avait pas voulu croire ses souvenirs. Mais maintenant, il avait besoin de preuves tangibles, irréfutables. Il appuya sur Play. La vidéo commença. Au début, rien d'inhabituel. La voiture, le garage vide, les rayons de lumière filtrant à travers les vitres. Puis Samuel entra, seul. Il s'arrêta, prit une vieille radio et tourna doucement le bouton. Une mélodie discrète, presque sacrée, emplit l'air du garage, et Henri retint son souffle. Élise entra ensuite, immobile, silencieuse. Mais ses yeux brillants fixaient Samuel avec une intensité que le milliardaire n'avait jamais vue. Samuel commença à bouger, lentement, dans un geste fluide et gracieux. Henri vit alors sa fille bouger légèrement les mains, reproduisant timidement les gestes du jeune homme. Un sourire apparut sur son visage. Un vrai sourire, spontané, éclatant. Henri sentit son cœur se serrer. Chaque mouvement, chaque rire, chaque geste semblait défier tout ce qu'il avait cru contrôler dans sa vie. Samuel s'approcha doucement d'Élise, ajustant ses gestes pour lui permettre de participer à la danse. Il ne parlait pas, mais laissait la musique et le mouvement guider chaque instant. Et alors, Henri comprit. Il comprit que ce n'était pas un simple jeu. Ce n'était pas de l'intrusion. Ce n'était pas une menace pour son autorité. C'était de l'amour pur. C'était une main tendue vers ce qu'il n'avait jamais su atteindre, le cœur de sa fille. Les larmes montèrent aux yeux d'Henri. Pour la première fois depuis des années, il se vit tel qu'il était vraiment, distant, froid, incapable d'entrer dans la vie de celle qu'il aimait le plus. Et il comprit que ce simple chauffeur, par ses gestes, sa patience, sa lumière, avait réussi là où lui-même avait échoué. Élise riait maintenant aux éclats, tournant dans son fauteuil, jouant avec les gestes de Samuel. Et Henri, derrière son écran, sentit un mélange de culpabilité et d'admiration le submerger. Il avait voulu punir, contrôler, imposer. Mais le cœur de sa fille lui avait échappé, et Samuel l'avait trouvé avant lui. Pour la première fois, le milliardaire sentit quelque chose qu'il n'avait jamais connu, la fierté mêlée à la honte. Il regarda encore une fois la vidéo, fixant le visage lumineux d'Élise, ses doigts bougeants, son sourire sincère. Et il sut qu'il ne pourrait jamais effacer ces instants. Il se leva lentement, le souffle court. Le manoir était silencieux, mais cette fois ce n'était pas un silence oppressant. C'était un silence chargé de vérité, de reconnaissance et d'un commencement inattendu. Henri Delcourt ne dit rien. Il n'avait pas besoin de mots. Il avait vu. Il avait compris. Et dans ce silence, une question resta suspendue dans l'air. Que ferait-il maintenant? Le manoir, pour la première fois depuis des années, n'était plus seulement un lieu de contrôle et de froid. Il portait en lui la promesse de gestes simples, de sourires volés, et d'une lumière que rien ni personne ne pourrait jamais totalement éteindre. Les jours passèrent, mais le manoir ne retrouva jamais totalement son calme. Henri Delcourt continuait de surveiller chaque geste d'Élise, conscient que Samuel avait laissé une trace indélébile dans le cœur de sa fille. Il ne savait pas comment agir. La colère avait laissé place à une fascination silencieuse, confuse, presque effrayante. Élise, elle, continuait à danser dans sa chambre, seule, invisible aux yeux du monde. Ses doigts bougeaient avec précision, répétant chaque geste appris, chaque souffle de musique, comme si elle gardait en elle un fragment de liberté que personne ne pouvait toucher. Elle souriait parfois, imperceptiblement, comme si Samuel était encore là, même absent. Le chauffeur, quant à lui, avait disparu du manoir. Sans un mot, sans un adieu officiel. Samuel avait compris que certaines barrières, même invisibles, ne pouvaient être franchies sans provoquer une tempête. Mais dans son cœur, il portait maintenant une image qu'il ne pourrait jamais oublier. Celle d'Élise, riant et dansant, libre dans son esprit malgré son corps immobile. Henri, assis tard dans son bureau, fixait l'écran où il avait regardé la vidéo des gestes de Samuel et de sa fille. Il savait que quelque chose avait changé. Et pour la première fois, il se demanda « Ai-je vraiment protégé ma fille ou l'ai-je privée de ce qu'elle méritait ?» Il y eut un silence.
Un silence lourd, rempli de questions sans réponse, de regrets et de possibles renoncements. La nuit tomba sur le manoir. Le vent souffla à travers les fenêtres entr'ouvertes, faisant frissonner les rideaux. Au loin, un léger souffle musical, inaudible pour les autres, semblait flotter dans l'air, comme une promesse laissée par Samuel. Était-ce réel? Ou seulement le souvenir d'une lumière qui refusait de mourir? Élise, dans son fauteuil, leva les yeux vers la lune. Dans son esprit, elle dansait encore. Elle se demandait si le jour où elle pourrait réellement bouger viendrait un jour. Si Samuel reviendrait, si son père comprendrait enfin que l'amour ne se mesure pas en contrôle, ni en richesse. Henri Delcourt, lui, resta éveillé longtemps, seul dans l'obscurité. Il ne savait pas quoi faire, ni quoi dire. Il comprit seulement que certains liens ne se brisent jamais complètement, même lorsque tout semble perdu. Et que certaines leçons, aussi douloureuses soient-elles, ne peuvent être ignorées. Le manoir s'endormit, mais dans ses murs, dans le cœur de chacun, une question restait suspendue. Que fera-t-on maintenant, lorsque la lumière se heurte aux ombres? Le vent souffla encore une fois, portant avec lui un écho fragile, une lueur dans l'obscurité, et laissant planer une seule certitude. La vie, malgré tout, continue. Et parfois, elle danse là où personne ne peut la voir. Merci d'avoir écouté cette histoire jusqu'au bout. Une histoire de silence, de lumière et de liens inattendus, où chaque geste, chaque sourire, peut changer une vie. Si cette aventure vous a touché, fait réfléchir, ou simplement ému, abonnez-vous pour ne pas manquer les prochaines histoires qui explorent le cœur humain et ses secrets. Partagez vos impressions dans les commentaires. Qu'auriez-vous fait à la place d'Henri? Auriez-vous laissé Samuel continuer à danser avec Élise, ou auriez-vous cédé à la peur? Vos pensées comptent et enrichissent cette histoire. Et si vous pensez que cette histoire mérite d'être découverte par d'autres, partagez-la autour de vous. Chaque like, chaque commentaire, chaque partage est une étincelle qui permet à la lumière de continuer à danser, même dans l'ombre. Et souvenez-vous, parfois, les gestes les plus simples sont ceux qui changent tout.